Bonjour. Pour quelle raison Poutine a-t-il décidé de déclencher la guerre en Ukraine? Depuis des semaines, en guise de réponse à cette question, c'est la même chanson chantée sur tous les tons. Poutine serait fou, cela expliquerait tout. Poutine serait aussi un tyran difficilement contrôlable. Cela d'autant plus qu'il se maintient au pouvoir avec une poigne de fer entourée d'une bande d'oligarques qui ont pillé l'Union soviétique, des corrompus qui lui apportent toute l'aide nécessaire. Tout cela est un peu court et évite en fait la vraie question. Les responsabilités ne seraient-elles à rechercher que du côté du Kremlin? J'entends déjà les cris effarouchés de tous les bâtons de guerre, responsables politiques, commentateurs de plateaux de télévision, qui, à l'instar de Manuel Valls, considèrent, je cite, que comprendre, c'est déjà excuser. Il faudrait donc, pour satisfaire les bénis oui-oui qui se couchent devant le politiquement correct, rester ignorant, idiot et être fier de l'être. Bah là, pour le coup, c'est raté. Revenons à l'essentiel. Où Poutine a-t-il trouvé les ressorts pour envahir l'Ukraine? D'où tire-t-il sa force? Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les Russes ont été humiliés, et c'est précisément sur cette humiliation que surfe le maître du Kremlin. S'il a pu garder le pouvoir, c'est bien sûr parce qu'il est appuyé sur un État autoritaire et une répression violente. Mais c'est aussi parce qu'en réaction à la politique internationale de l'Occident sous la conduite américaine, il a rencontré un large soutien d'une part importante de sa population. Dans les années 90, des engagements ont été donnés à Mikhail Gorbatchev par James Baker, secrétaire d'État américain, de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Un peu plus tard d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN a réitéré la même promesse. Mais ces engagements, sous la pression américaine, ont été balayés. Peu à peu, la plupart des pays de l'ancien bloc soviétique ont été gagnés par l'Alliance. Depuis la chute de l'URSS, l'OTAN est passée de 16 à 30 pays en intégrant ces 2 dernières décennies essentiellement des membres de l'ancien bloc soviétique. La menace d'un armement massif, installé aux portes de la Russie, s'est trouvée confirmée. L'Ukraine, pour ne parler que d'elle, a été alimentée largement par l'Occident. Le refus de prendre en considération les craintes et demandes de Poutine ont permis à celui-ci de faire preuve de la délicatesse qui le caractérise et dont il avait déjà donné un aperçu en Crimée. Biden, Macron, von der Leyen et les autres peuvent toujours douter des propos tenus il y a plus de 30 ans. Ils peuvent les démentir. Non seulement cela ne change strictement rien à l'affaire, mais cela renforce Poutine dans sa détermination et son engagement lorsqu'il dit réagir à l'installation de bases militaires aux portes de la Russie. Est-ce vraiment étonnant? Tenez, quelle aurait été la réaction des Américains si les Russes avaient formé une alliance militaire avec le Mexique et installé sur son sol ou tout autour un arsenal militaire menaçant? L'expansionnisme de l'OTAN que Poutine trouve inquiétant est-il une simple vue de l'esprit? En 1997, Zbigniew Brzezinski, le principal inspirateur de la politique étrangère des États-Unis, publie un opuscule, Le Grand Échiquier, au sous-titre évocateur « La suprématie américaine et ses impératifs stratégiques ». Comme le rappelle dans les colonnes de la sociale Gabrielle Galis, de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, ce texte est une feuille de route stratégique largement mise en œuvre depuis 25 ans. Pour résumer, 1. Les États-Unis d'Amérique doivent dominer le monde le plus longtemps possible. 2. Cela passe par le contrôle de l'Eurasie, c'est-à-dire l'Europe et l'Asie. 3. L'Europe occidentale est la tête de pont états-unienne en Eurasie. 4. Il faut faire avancer simultanément vers l'Est l'Union européenne et l'OTAN. Et enfin, l'Eurasie compte 5 acteurs géostratégiques. La France, l'Allemagne, la Russie, la Chine et l'Inde. Et 5 pivots géopolitiques. L'Ukraine, l'Azerbaïdjan, la Corée, la Turquie et l'Iran. Accessoirement, il est proposé de couper la Fédération de Russie en 3 morceaux, comme l'Irak, et même davantage. Voilà ce que sont les visées des États-Unis et de l'OTAN. Comprendre, sans exonérer en rien de ses responsabilités le chef du Kremlin, permet d'évacuer tout manichéisme aveugle. Poutine le barbare, comme il est coutume de dire, est donc bien d'abord le produit et l'expression du monde libre et civilisé, politiquement, militairement, et aussi économiquement. Il incarne la décomposition du système capitaliste et de l'impérialisme. Et pour mieux comprendre, sans pour autant excuser, il est bon de rappeler que de Gorbatchev à Poutine, en passant par Medvedev, eh bien la main tendue aux Américains et aux Européens pour une architecture commune de sécurité n'a pas été saisie. Poutine, en 2007, exprimait des mises en garde lors de la conférence sur la sécurité à Munich. Mais tout le monde semble s'en être fiché éperdument face à une demande russe de garantie politique et juridique de paix et de sécurité. La réponse de l'Occident a été politico-militaire. L'OTAN, qui d'alliance défensive limitée à l'Atlantique Nord, a été transformée en un pacte de sécurité tous azimuts, eh bien l'OTAN a fait de l'Europe un protectorat
américain. Voilà l'évidence que Biden, Macron, Van der Leyen et quelques autres, tous veulent camoufler. Les provocations ont été répétées, dans lesquelles la Crimée prend une place tout à fait particulière. Elle a été donnée à l'Ukraine en 1954. Le 20 janvier 1991, la population de Crimée a été consultée une première fois sous Gorbatchev avec l'accord de Kiev. La question soumise à référendum était de savoir si les habitants voulaient rester dans l'Ukraine ou rejoindre la CEI. Une immense majorité se prononçait pour Moscou. Résultat, identique à un second référendum initié par Poutine en 2014, mais les autorités de Kiev jugèrent bon d'annuler le référendum. Eh bien aujourd'hui, on connaît la suite. L'affaire ukrainienne ne produira que des perdants. La Russie perdante militairement avec le risque de se trouver embourbée dans un nouvel Afghanistan. Décidément, les leçons de l'histoire sont parfois ignorées. La Russie perdante économiquement avec les mesures qui la visent et qui ne manqueront pas de produire leur effet. La Russie perdante politiquement avec la mise au banc des relations internationales, sinon avec quelques nations telles la Chine, la Turquie ou l'Inde qui, si elles ne la condamnent pas, ne s'empressent vraiment pas pour lui apporter un soutien franc et massif. L'Ukraine perdante, dont les dégâts sont déjà considérables. L'Ukraine perdante, avec une part de sa population russophobe lorsqu'une autre ne veut plus entendre parler de la Russie. L'Ukraine, marquée par l'histoire, les grandes famines de 1932-1933, le prix à payer à la politique stalinienne, caractérisée notamment par la liquidation du Koulak et la déportation de centaines de milliers de paysans. 90 ans après, les résultats sont là. L'Ukraine, avec une partie historiquement pro-nazie, lorsqu'une autre a initié les premiers groupes de partisans résistant à l'invasion nazie. En attendant, la conclusion est sans appel. Les Ukrainiens aujourd'hui ne veulent plus être Russes, même si les dirigeants ukrainiens préservent en leur sein les tares de la corruption, de la prévarication et de la violence d'une Russie décomposée aux mains des oligarques qui l'ont pillée. Tiens, la corruption. La propagande guerrière nous indique qu'elle a droit de citer en Russie. C'est vrai. Et qu'en Ukraine, ce serait installé l'honnêteté. Ça c'est faux. Sans rien enlever au panache de Volodymyr Zelensky, nouvelle idole des médias occidentaux, image du combat pour la liberté, qui parle sous les bombes, ne prend pas la fuite et fait preuve de détermination. On peut tout de même rappeler que cet ancien acteur de cinéma et de série à la tête de l'État serait impliqué, avec Joe Biden d'ailleurs, dans un volet des Pandora Papers, investigation menée par 600 journalistes indépendants. Une des conclusions de cette enquête indique, je cite, qu'il est juste un homme d'affaires comme les autres qui essaie de garder son argent à l'extérieur de l'Ukraine. À l'extérieur de l'Ukraine, et notamment à Londres, dans les quartiers cossus, où les partenaires d'affaires de Zelensky ont acquis des appartements luxueux. Zelensky a amené au pouvoir ses mêmes amis de jeunesse avec lesquels il a monté ce système opaque. Parmi eux, son premier assistant, Serhiy Shefir, dont la voiture était prise dans une fusillade dans les années 2020, avant la guerre. Mais également Ivan Bakhanov, qui est aujourd'hui le patron des services secrets du pays. Pour compléter le discours officiel, donc, corruption d'un côté de la frontière ukrainienne, oui, mais aussi corruption de l'autre. La France ne peut aussi être que perdante, et avec elle l'ensemble de l'Union européenne, animée par des va-t-en-guerre parmi lesquels les anciens socialistes, recyclés dans la Macronie, figurent en bonne place, qui se perdent dans les surenchères, jouant d'autant plus sur le terrain militaire qu'ils font la guerre eux dans leurs bureaux feutrés, et qui encouragent et organisent des livraisons massives d'armements, roquettes, armes lourdes, avions de combat, tout en disant officiellement refuser de participer au conflit. La France perdante avec Macron, et son fameux « en même temps », dans la forme comme dans le fond, que j'ai traité à travers des vidéos que je vous invite à visionner sur cette chaîne. Aujourd'hui, la paix et en même temps la guerre, n'est-ce pas? Cette politique n'est pas une réponse sérieuse à l'agression dont est responsable Vladimir Poutine. Elle ne peut produire que des résultats minimes sur le terrain et ne peut être comprise que comme une provocation qui peut faire craindre le pire. La France et l'Union européenne, perdantes sur le terrain de la diplomatie, avec des annonces contradictoires et assez vite démenties, notamment après le voyage moscovite du président de la République et ses contacts avec Poutine. La France perdante sur le plan de la démocratie et des libertés, avec l'interdiction de la chaîne RT, pour la seule raison qu'elle est financée par la Russie. Les autorités françaises et l'Union européenne ont reproché à RT dans la couverture de l'Ukraine peu de reportages, beaucoup de débats en plateau et des invités récurrents. Ces raisons sont d'autant plus fallacieuses que sur le plan journalistique, les reproches faits à cette chaîne pour justifier son interdiction pourraient tout autant s'adresser à BFM, CNews ou autres chaînes d'information continue qui ressortent, comme au plus beau jour de la guerre du Golfe ou de l'ex-Yougoslavie, leurs fameux experts militaires.
et l'Amérique avec l'OTAN perdante. La guerre américaine ne se situe pas pour le moment sur le champ de bataille militaire, mais plutôt sur celui de l'économie et des salles de marché. La menace économique qui la guette se nomme la Chine. Eh bien, sa stratégie pousse précisément toujours plus la Russie vers les Chinois. L'Amérique perdante avec une économie dont le volant d'entraînement est l'économie de l'armement, qui joue une partie dangereuse dont l'Europe, aujourd'hui en Ukraine, comme hier en ex-Yougoslavie, constitue le terrain de jeu. Il n'est pas inutile de rappeler les bombardements de Belgrade en 1999 par l'OTAN durant 78 jours sans trêve, y compris durant l'attaque orthodoxe. L'Amérique perdante, avec les provocations répétées pour pousser toujours plus à la guerre, comme le confirmera un peu plus tard George Kenney, un ancien responsable du département d'État américain pour la Yougoslavie, ou encore Lord Gilbert, le ministre britannique chargé des achats pour la défense, qui, sans détour, expliquait, je cite, « Je pense qu'à l'époque, des personnes à l'OTAN voulaient absolument la guerre. Je pense que les conditions imposées à Milosevic, à Rambouillet, étaient absolument intolérables. Comment aurait-il pu les accepter? Cela a été fait exprès. » Alors, comment sortir de cette guerre en Ukraine? Les propos guerriers et les appels à la surenchère, les mouvements de troupes et de matériel, même limités, ne peuvent faire des peuples d'Europe que le nouveau perdant d'une guerre que tous les gouvernants nourrissent dans une dynamique qui peut devenir incontrôlable. Tous les gouvernements, confrontés avant le déclenchement de la guerre au mécontentement des peuples, vont tenter d'utiliser la situation à leur profit. Emmanuel Macron revendique une situation d'union nationale qui ferait passer au second plan les réalités sociales, politiques et économiques. Il suffit de voir à un mois de l'échéance l'état de la campagne pour l'élection présidentielle et on comprend les sujets qui fâchent, la vie des Français, la politique économique et sociale de Macron, le travailler plus longtemps, les retraites, l'écran de la ceinture à resserrer dans les mois et années qui viennent, l'éducation dégradée, l'industrie bradée et liquidée, la santé disloquée, l'autoritarisme et la répression développés, la démocratie bafouée, la nation rabaissée, tout cela devrait passer au second plan. La guerre, encore la guerre, toujours la guerre, devrait occuper les peuples et leur faire oublier leurs conditions de vie, leur opposition de fond à leur gouvernement. Mais c'est l'inverse qui risque bien de se produire, en Europe comme en Russie ou aux États-Unis, avec le développement de l'inflation et une augmentation des prix de produits de première nécessité, les rendant inaccessibles au plus grand nombre. L'énergie est concernée, l'essence, l'électricité, le gaz, mais aussi l'approvisionnement des matières premières et des produits alimentaires de première nécessité. L'explosion des difficultés fera mettre sans doute en échec tous les gouvernements qui tenteront d'utiliser la situation ukrainienne à des fins de politique intérieure. Un échec aux élections ou un échec après dans la rue ou dans les entreprises, car ce n'est pas tout d'être élu. Il faut ensuite pouvoir gouverner. Les gilets jaunes ont bien montré que là, les choses deviennent souvent plus compliquées. Alors quelle mesure? La guerre ne peut être raisonnablement considérée comme une issue permettant de dénouer la situation. Non. C'est donc sur le terrain diplomatique qu'il s'agit d'intervenir pour éviter le pire. Mais les apprentis sorciers n'y semblent pour le moment pas disposés. Les États-Unis ont déclaré refuser qu'en contrepartie du retrait de l'armée russe d'Ukraine, le territoire ukrainien soit écarté des prétentions hégémoniques de l'OTAN. Macron est allé porter la bonne parole. Les déclarations récentes du président ukrainien concernant l'entrée dans l'Union européenne ne sont pas pour apaiser la situation. Tout le monde a en effet compris, et Poutine le premier, que l'Union européenne n'est qu'une courroie de transmission de la volonté américaine et des velléités de l'OTAN. Les heures à venir sont donc sombres. Mais des volontés s'expriment ici ou là pour rejeter à la fois la politique de Poutine, exiger le retrait des troupes russes du territoire ukrainien, et rejeter la guerre comme réponse à la situation. Pour preuve, tenez, cette déclaration qui vient des États-Unis, de l'organisation l'ISA, les socialistes démocrates d'Amérique, parti assez mesuré, soutient de Bernie Sanders et Alexandra Ocasio-Cortez, candidats qui n'ont été battus aux dernières élections américaines que par l'establishment démocrate regroupé autour de Joe Biden. Après une condamnation ferme de l'agression militaire, DSA réaffirme, je cite, son appel aux États-Unis pour qu'ils se retirent de l'OTAN et mettent fin à l'expansionnisme impérialiste qui a ouvert la voie à ce conflit. Alors que les échecs de l'ordre néolibéral sont clairs pour tout le monde, poursuit cette organisation américaine, la classe dirigeante tente de construire un nouveau monde à travers une transition dystopique fondée sur le militarisme, l'impérialisme et la guerre. Les socialistes ont le devoir de construire une alternative, conclut ce communiqué. Pas de guerre,
mais une guerre de classe. En d'autres termes, opposer l'intérêt commun des peuples et travailleurs russes et ukrainiens à la volonté de Poutine et aux intérêts des puissances occidentales, l'OTAN et l'Union européenne qui lorgnent depuis des décennies vers l'Est. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver avec quelques-uns de mes amis sur le site La Sociale, où vous trouverez articles, réflexions, éditos, dossiers, etc. Je vous invite aussi à vous procurer à quelques semaines de l'élection présidentielle mon dernier livre, La catastrophe en marche et les moyens de la conjurer, sur le plan national comme international, sur le plan politique, économique, social, éducatif, moral, sociétal et bien d'autres. Eh bien, c'est le débat qu'il nous faut mener. Comment ? Par quelles mesures avancer pour éviter la catastrophe qui est programmée? Voilà. Bien, avant de nous quitter, je vous invite à nouveau à vous abonner pour être informé des nouveautés, à cliquer quelque part sur l'écran, ci-dessous, sur le petit pouce, en signe d'encouragement, et aussi pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée. Voilà, salut, c'est terminé pour aujourd'hui. Portez-vous bien et à la prochaine.